Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour le 30e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir David Yosef Sanhedrin, créateur de la méthode orfèvre de la vente installée en Israël. Bonjour David. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors rapidement, j'ai bientôt 52 ans, je suis père de 4 enfants. Je suis dans le domaine de la vente, ça fait maintenant déjà 32 ans. J'ai 32 ans de carrière dans la vente. Et aujourd'hui, je suis devenu par la force des choses formateur. Je forme des équipes de vente à travers le monde, que ce soit en Belgique, en France, à l'île Maurice, dans d'autres endroits. Là, on parle le français. Voilà, donc les gens font appel à moi pour booster un petit peu les équipes de vente. Et voilà, donc je suis venu par la force des choses à ce métier. D'accord. Tu es né à Marseille, tu m'as dit, c'est ça ? Je suis né à Marseille. J'ai habité 10 ans en région parisienne. Et maintenant, j'habite en Israël. Ça fait déjà 22 ans bientôt. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, ton organisme de formation, il existe depuis longtemps ? Ça fait à peu près 3 ans aujourd'hui que j'ai commencé à former des vendeurs. Mais comme je te cache pas, j'ai d'autres activités professionnelles. Du reste, moi, je continue toujours à vendre. Donc ça commence à prendre un peu plus de place dans ma vie aujourd'hui, la formation, parce que ça me rend heureux de voir quand les vendeurs performent et vraiment ça leur change la vie et moi ça me rend vraiment très très heureux. Tu formes plutôt des commerciaux en B2B ou en B2C ? B2B, B2C, mais surtout ce que j'aime bien, c'est former des commerciaux qui vont sur le terrain. Voilà, les commerciaux par téléphone, je les coach aussi. Mais ce qui est bien, c'est surtout les commerciaux terrain, quoi. D'accord. Et tes formations, voilà. Elles sont en présentiel, en distanciel, ça dépend ? Tu t'adaptes ? En distanciel, pour la plupart, parce que ça dépend. Moi, j'habite en Israël, il y a pas mal de francophones ici. Il faut savoir, il y a à peu près 250 000 Français. Donc la plupart, ils travaillent aujourd'hui avec le téléphone, avec la France. Ils font des affaires internationales, etc. Donc j'arrive à les coacher ici sur place. Mais sinon, je me suis un petit peu ouvert aujourd'hui. Grâce aux nouvelles technologies, avec Zoom, etc., j'arrive à coacher des gens qui sont à l'autre bout de la planète et ça fonctionne très très bien. D'accord, ok. On va parler un petit peu de ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet et les questions liées au podcast. Comment tu en es arrivé au métier de commercial, David ? Alors, je dirais que c'était un peu inévitable en fait, parce que pour ne rien te cacher, j'ai eu une enfance un peu compliquée. Et du fait, j'ai perdu ma maman quand j'avais 10 ans. Donc mon père était commercial lui-même et son job c'était il partait toute la semaine du lundi au vendredi et il faisait toutes les routes de France. Il allait dans toutes les gendarmeries de France et il vendait des meubles aux gendarmes. C'était un des seuls qui était accrédité à l'époque pour rentrer en gendarmerie. Donc mon père était un vendeur exceptionnel et il a même formé des générations entières de vendeurs. Et dans le meuble, il était très très fort. Il a eu d'autres activités avant ça. Il était aussi dans le prêt-à-porter. Mais disons que c'était un des seuls qui avait la possibilité de rentrer dans les gendarmeries et qui était accrédité. Et donc du fait qu'il était sur la route, j'étais à l'internat pendant 6 ans. Et si tu veux, pour moi, études, ça rimait avec internat. Et l'internat, pour moi, c'était une sorte de prison un petit peu. Et donc je voulais me sauver. Donc j'ai pas fait d'études.
à cause de ça, malgré que mes professeurs disaient que j'avais pas mal de potentiel, mais j'avais vraiment besoin de liberté. Donc ce qui fait que à 18 ans, j'ai servi sous les drapeaux, j'ai fait mon armée en tant que maître chien dans une base dans le sud de la France, de la Latte. Et après ça, je suis monté à Paris à l'âge de 19 ans parce que mon père, entre-temps, était monté habiter à Paris, parce que l'on était de Marseille à la base. Et donc là, je suis arrivé et j'ai commencé à travailler dans une entreprise de prêt-à-porter, fabrication dans la fabrication. Et j'ai fait ma première vente réelle, à part celle que j'avais fait quand j'avais 8 ans, que j'avais vendu un blouson de cuir à l'époque. Mais ma vraie vente, je l'ai faite à ce moment-là, j'avais 19 ans. C'est une histoire très intéressante. Je sais pas si on peut la raconter maintenant ou si c'est intéressant ou pas, mais Oui. mais si tu veux. Ouais. Alors en fait, il était 19h, ça faisait 2 mois que je travaillais dans l'entreprise et j'avais juste un petit peu appris les ficelles du métier, etc. Et un soir, il rentre un client et il me dit, ma patronne me regarde, elle me dit, allez David, vas-y, occupe-toi-en. Donc c'était la première fois que j'allais prendre en main un client en fait dans ce magasin. C'était une société de fabrication, on travaillait avec l'étranger, etc. Le client vient, il me dit, je fais une ouverture de magasin. Donc moi j'avais compris une ouverture de magasin sans S, alors qu'en fait il s'agissait d'une ouverture de magasin au pluriel. Donc je lui dis oui, très bien, je vais vous montrer ce qu'on a dans le magasin. Et donc c'était très bien organisé. On avait les pantalons en bas, on avait les chemisiers en haut et les hauts encore un étage au-dessus. Donc je lui montre à chaque fois les modèles. Et il me dit comment vous le vendez. Je dis ça se vend très bien. Il me dit mettez-moi en 15 à la taille, à la couleur. Donc je commence, je mets sur les stoyacs. À l'époque au décroché, ça s'appelle la vente au décroché. Hein. Donc je mets ça sur les stoyacs. Je me rappelle que ma patronne elle me dit serre les stoyacs, serre la marchandise comme ça il voit pas qu'il a pris beaucoup. Et je commence à mettre. Et puis à un moment donné, je me dis, à chaque fois, il me pose la question, est-ce que vous le vendez bien? Je lui dis oui. Et je sais qu'on s'approche sur un modèle où on avait un petit peu plus de mal à le vendre. Et j'ai dit dans mon esprit, il faut que je sois honnête avec lui. Et là, il me pose la question. Donc, fatidique, est-ce que vous le vendez bien? Je m'approche de lui et je lui glisse dans l'oreille. Écoutez, moi, je suis tout nouveau ici et je veux pas que mes patrons ils entendent ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous voulez mon avis, n'achetez pas ce modèle, on le vend pas super bien. Et là, le client, en fait, je me suis mis dans la poche. Il m'a fait un petit clin d'œil. Il était content. Et tout ce que je lui disais, prends. Donc, en fait, on va faire court l'histoire parce qu'on n'a pas tellement le temps. Mais ce jour-là, j'ai réalisé la plus belle vente de l'histoire de la société au décroché. Donc, elle a appelé la patronne. Une fois qu'il est parti, le client, il a payé. Elle a appelé les vendeuses. Elle leur a dit voilà, regardez ça, c'est une vente. Donc, j'ai déjà, après même pas 2 mois, et ma première vente, j'ai fait la plus belle vente de l'histoire de la société. Excellent. Et là, ça m'a donné le push, en fait, pour continuer dans la vente. Parce qu'en fait, j'avais ça en moi, vu que j'avais toujours vu mon père vendre, et que mon grand-père, mon arrière-grand-père aussi sont des vendeurs. Donc, si tu veux, je me suis dit, ouais, c'est bien. Et voilà. Et donc, j'ai continué après par la suite. Et après, tu as travaillé dans quel secteur d'activité? Alors, toujours dans le prêt-à-porter. J'ai travaillé pour encore 5 autres entreprises. À une période, je partais très souvent en Belgique. À l'époque, j'avais un portefeuille client d'à peu près 60 clients là-bas, avec 3 collections différentes. Et du reste, j'ai une anecdote qui est extraordinaire là-bas en Belgique, qui pourrait peut-être inspirer nos auditeurs. Si tu veux bien, je vais te la raconter rapidement. Oui. J'avais une 20aine d'années et donc je travaillais avec plusieurs collections. Et je pensais travailler avec un client depuis un petit moment. Et là, je rentre dans le magasin et je dis, je vais lui proposer ma collection. Et il était occupé, donc le patron était occupé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit tour pour voir un peu ce qu'il vend, etc. Et là, je vois mon meilleur modèle, le modèle que je vendais le plus, et je vois qu'il l'a déjà. Parce que bien souvent, à l'époque, dans le prêt-à-porter, les sociétés, elles se copiaient les unes les autres, tu vois. Donc, on avait les mêmes produits quasiment. Et en même temps, en faisant un rapide calcul, en voyant le prix de vente, je me dis... il le paye certainement moins cher que ce que moi je dois lui proposer. Voilà. Donc j'étais un peu déçu au début, mais je me dis bon, je vais lui proposer quand même, on va voir. Alors ce qui se passe, c'est que quand il se libère, et je lui explique que je viens d'une société, je viens vendre de la part d'une entreprise française, etc. Et je lui dis écoutez, avant de vous montrer la collection, si ça vous dérange pas, je voudrais vous poser une question. Et là. Comme tu sais, quand on pose une question, on ouvre des fenêtres d'opportunité. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Et je lui dis maintenant, du haut de mes 20 ans,
je vois que vous avez ce tel produit. C'était des shorts à l'époque avec des rayures de couleurs. C'était des rayures, des grosses rayures comme ça, bleu marine et blanc, bleu ciel et blanc, rose et blanc et tout. Et ça marchait très 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 fort. Mes clients me faisaient beaucoup de réassorts, etc. Je lui dis, je vois que vous avez ce modèle. Moi, je voulais vous le proposer, mais je voudrais vous poser une question. Comment vous le vendez? Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me répond, et moi, j'étais vraiment estomaqué. Il me dit, je le vends pas du tout. Alors là, je le regarde et je lui dis, écoutez, moi, monsieur, je pense que là, il y a un problème. Parce que chez moi, c'est mon meilleur produit. Mes clients, c'est le premier produit qu'ils me font en réassort, c'est celui-ci. Je pense que vous devez avoir un problème avec vos shorts. Mais regardez ce qu'on va faire. On se connaît pas, on n'a pas encore travaillé ensemble. Je vais vous prendre la commande. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et je ne le fais jamais. Je dis, voilà, je peux même vous montrer, voici mes bons de commande parce que j'avais déjà d'autres clients avec qui j'avais fait des commandes, etc. Je vais vous vendre, je vais vous envoyer la marchandise à condition. C'est-à-dire que si vous les vendez pas, mais ça n'arrivera pas, je lui dis, vous me les renvoyez. Et là, il me regarde, il me dit, vous êtes sûr à condition? Je dis, oui, on va le spécifier, on va le marquer sur le bon. Je vous envoie la marchandise. Je dis, par contre, vous allez me faire un plaisir. Vous allez enlever ces shorts que vous avez ici, vous allez mettre les miens à ma place. Donc, il est d'accord. En même temps, j'accroche au niveau de la vente. Je continue à lui vendre encore d'autres produits que je lui montre derrière. Et il était un petit peu dubitatif, pour ne rien te cacher. Je retourne à Paris. Je vois avec mes patrons. Ils me disent comment ça à condition. Je dis, écoutez-moi, plaisir, c'est un très bon client. Et crois-moi qu'il va les vendre et tu verras que ça va pas revenir. Et donc 2 semaines après, je repars encore une fois, parce que tous les 15 jours, si tu veux, je repartais voir les mêmes clients. Je rentre dans le magasin et alors à ce moment-là, il m'attrape, il me dit, jeune homme, venez ici. Alors je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, quel est votre secret? Alors je lui dis pourquoi? Il me dit, parce que regardez. Je lui dis, pourquoi vous me demandez ça? Il me dit, parce que regardez, les shorts, j'ai presque tout vendu. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit du même produit. Et même un peu plus cher, parce que je lui avais dit qu'il fallait qu'il augmente le prix. Auparavant, il ne le vendait pas du tout. Et quand moi je lui ai envoyé, il l'a vendu. Alors là, il me pose la question et il me dit, quel est votre secret? Il me répète encore une deuxième fois. Alors je lui dis, écoutez, moi je pense que j'ai la main. À l'époque, avoir la main, c'est ce que ça veut dire. C'est que voilà, quand tu vends un produit à quelqu'un, ça se vend bien, etc. Il dit non, je veux une explication rationnelle et concrète. Alors je lui dis, écoutez, moi je pense que comme moi j'étais vraiment enthousiaste à propos de mon produit, je vous ai transmis cet enthousiasme et vous, à votre tour, vous l'avez transmis à vos clients et du coup, vous avez vendu. Il m'a dit, c'est exactement ce que je voulais entendre. Merci, jeune homme. Et du coup, on a continué à travailler très longtemps ensemble. Excellente anecdote. Bon, voilà. Ça, c'est une anecdote qui montre que, voilà, l'enthousiasme. Moi, je dis toujours, la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Si t'es pas enthousiaste pour ton produit, pour ce que tu vends, ou pour ton service, t'auras beaucoup de mal à le vendre, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, David. C'est un transfert d'enthousiasme, la vente, c'est ça. Voilà. Allez, on va démarrer directement dans l'interview du podcast. Tu sais que ce podcast parle principalement de l'état d'esprit et du mental du vendeur. Justement, première question, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur? C'est de ne jamais douter. Ce que je dis toujours, c'est que le doute est au vendeur ce que la crampe est au corps. Excellent. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est un vendeur qui doute, il n'arrive pas à performer. Donc, il faut être toujours sûr de soi, même quand il y a des périodes où c'est un peu plus calme. Je dirais, j'ai un petit truc pour nos auditeurs. Et ça, quand je fais des formations, je dis ça aux vendeurs et je l'ai mis en application pas plus tard que la semaine dernière. Cette semaine, pardon. Ce mercredi-là, pardon. Je suis parti donner une conférence dans un call center. Et à la fin de la conférence, tout le monde s'est levé et m'ont applaudi. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient autour, qui m'écoutaient. Et ce sont tous, donc j'ai eu droit à une standing ovation, pour la conférence que j'ai donnée, sur la vente. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que tout de suite derrière, je suis parti dans un magasin de meubles et j'avais vu là-bas un objet de décoration que je voulais acheter depuis un bon moment, mais j'attendais le bon moment. Et en fait, c'était quoi le bon moment que j'attendais? C'était exactement cette standing ovation. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui coûte à peu près 1 000 €. C'est pas un truc très très cher. C'est pas non plus un truc pas cher. Mais disons que j'avais vraiment envie de l'acheter depuis très longtemps, mais j'attendais le bon moment. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté juste derrière? Parce que aujourd'hui, je l'ai mis dans mon salon.
Et tous les jours où je le vois, ça me rappelle la standing ovation. Ça me rappelle que je suis capable de donner des conférences et de faire lever les gens à la fin et qu'ils m'applaudissent. Et ce que je dis aux vendeurs, en fait, c'est que quand vous avez performé, quand vous avez fait une bonne semaine, un bon mois, vous avez fait quelque chose d'un peu spécial et d'extraordinaire, eh ben, allez vous acheter quelque chose que vous aviez envie de vous acheter. Parce que quand vous allez le voir, ça va vous rappeler que vous êtes capable. Et ça va jouer sur votre mentalité et ça vous évitera de douter quand il y a des périodes qui sont un peu plus creuses. Très très bon. Ça fonctionne comme un ancrage. Exactement. Moi, je travaille beaucoup aussi avec les commerciaux sur l'esprit, parce que comme je dis, j'ai entendu une phrase qui est très sympathique. Parce que j'ai lu pas mal de bouquins ces dernières années. J'ai même écrit un livre de 338 pages. Ça s'appelle Les outils pour réussir dans un monde qui change de plus en plus vite. Du reste, j'en ai vendu quelques milliers d'exemplaires, mais ici en Israël seulement, tu vois. Du reste, s'il y a quelqu'un qui écrit un bouquin, voilà, je pense, on parle d'autre chose. Et je peux te garantir que avec une petite demi-heure de coaching, il va vendre plus de bouquins lui-même sur le terrain que n'importe quel éditeur. J'ai pris mes bouquins, je les ai vendus parce qu'en Israël, il faut savoir qu'il n'y a pas autant de francophones qu'en France, bien entendu. C'est un peu compliqué de trouver des gens qui parlent le français, mais j'en ai vendu quelques milliers comme ça pour m'amuser. En allant dans les terrasses de café, en allant dans les bureaux, voilà, j'ai écrit un bouquin, etc. Mais j'ai une anecdote qui est très sympa aussi à raconter, qui pourrait peut-être intéresser les auditeurs par rapport à ce livre que j'ai écrit. Et si ça te dit que... Oui, bien sûr. Partage-nous cette anecdote. Voilà, ça va peut-être inspirer des gens et ils vont pouvoir comme ça vendre mieux leur livre. C'est que, en fait, quand le livre est sorti, j'ai eu un peu de retard sur le... Toujours il y a du retard, tu sais, quand tu fais quelque chose en général. Voilà, donc en fait, j'avais déjà prévu de longue date des vacances avec mon épouse et avec mes enfants. Dans le nord d'Israël, c'est une ville qui s'appelle Sfat. J'ai un de mes cousins qui habite là-bas. Et en fait, le livre est sorti juste une semaine avant que je parte en vacances. Donc j'ai commencé à vendre mes premiers exemplaires parce que j'étais très emballé après 2 ans et demi où j'avais écrit ce livre pour pouvoir aider un peu les gens, etc. Donc je suis parti en vacances et j'ai pris 2 livres avec moi uniquement. Un pour moi, pour le garder, pour revenir dessus, au cas où, etc. Et un autre que je devais offrir à mon cousin, qui a le même nom de famille que moi, donc il était content. Et en fait, mon cousin m'appelle le soir où je devais passer le voir. Il m'a dit je rentre très tard du travail parce qu'il était assez loin de là où il habite, quand il travaillait à l'extérieur. Il me dit ça te dérange pas, on va se voir demain. Je lui dis ok, y a pas de souci. Donc en fait, je me retrouve avec le livre avec moi. Et avec mon épouse et avec mes enfants, j'ai 4 enfants, donc on parle les 4 enfants et mon épouse, au restaurant. Donc on s'installe, on va dans un restaurant de viande, on s'installe, et là, tout d'un coup, il rentre 15 Français, des touristes français, et ils s'installent juste en face de nous. Donc ils mettent 2 tables, une à côté de l'autre. Donc t'as à peu près 7 personnes de chaque côté de la table, et une personne au fond, tu vois un peu, tu imagines un peu la scène. Et là, mes enfants, ils me regardent et ils me disent, papa, montre à maman comment tu sais vendre les livres. Donc, alors en fait, bon, pour moi, vendre un livre devant 15 personnes, c'était pas un gros challenge. Alors je leur ai dit, écoutez, bien entendu, mon épouse elle me fait un clin d'œil, elle me dit, allez, vas-y, juste pour leur faire plaisir, va nous faire la vente. En fait, ce que je dis, c'est, je leur dis à mes enfants, je dis, voilà, moi, je vais augmenter un petit peu le challenge, c'est que je vais vous dire à l'avance à qui je vais le vendre. Et là, je vois une personne qui avait une veste de couleur kaki, comme ça, militaire un peu. Et je dis, voilà, cette personne-là, je vais lui vendre. Parce qu'il était un peu devant aussi, parce que c'était trop compliqué d'aller loin aussi dans la table, tu vois, parce qu'il n'y avait pas tellement de place. Et en fait, je prends mon livre, donc je m'approche, je dis, excusez-moi, messieurs, dames, vous dérangez, je vois vous parler français, ça tombe très bien. J'ai écrit un livre, il vient de sortir. Et voilà, je voudrais vous en parler. Donc je leur fais un petit peu ce qu'on appelle la déballe vulgairement. Mais je m'adresse pas à la personne à qui je devais vendre le livre, je m'adresse à celui qui est en face. Et je m'assure, toujours au même moment, je jette un petit coup d'œil et je lui fais un petit signe de la tête pour voir qu'il écoute bien ce que je dis. D'accord? Parce que c'est ma cible, c'était de vendre, bien entendu, à cette personne-là. Et en fait, je vois que la personne à qui je présente le livre me dit, ah, c'est super, il veut me l'acheter. Et en fait, j'ai pas envie de lui vendre à lui et je dois le vendre à celui qui est en face. Donc je lui arrache des mains à ce moment-là. Il était un peu choqué, on va dire. Et je lui donne, je le mets dans les mains de celui qui était en face, qui était le client cible. Et je lui dis, au même moment, je lui dis, voilà, si vous voulez, je lui donne dans les mains, je pourrais vous le dédicacer, comme ça, ce sera un collector. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'est que j'ai pas vendu seulement un livre, j'ai vendu une relation avec l'auteur et je lui ai parlé de collector. Donc,
c'est un petit truc maintenant pour ceux qui écrivent des livres et qui ont envie d'aller les vendre, et ils peuvent en vendre des centaines et des milliers et des dizaines de milliers, en prenant un petit peu cette technique de dire voilà, moi c'est moi qui ai écrit le livre. Si vous voulez, je vous le dédicace. Et là, je peux te dire, tu fais 90% de la vente. Donc la force d'un vendeur, pourquoi j'ai raconté cette anecdote, c'est parce que la force d'un vendeur, c'est de savoir utiliser un petit peu les outils qu'il a et de les maximiser. Voilà, n'importe qui peut prendre un livre, là, vous voulez, voilà, j'ai un livre. Et là, quand tu actionnes et que tu parles de dédicace, tu parles de collector, donc d'un seul coup, la valeur, elle augmente. Tu vois, c'est un peu comme tu connais les billets d'autorité, etc. Tu connais tous ces trucs-là, donc voilà. C'est ça. T'augmentes la valeur intrinsèque du produit que tu proposes, donc forcément, ça plaît plus. Excellente anecdote. Exactement. Voilà. David, prochaine question. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il? Alors là, sans hésitation, je dirais aider. Aider. D'accord. Ok. Les meilleurs commerciaux, pour moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Je suis d'accord dans un sens, mais pas d'accord dans un autre. Je pense que la seule chose que le commercial a à prouver, c'est à lui-même. C'est la seule personne à qui il doit prouver quelque chose. Et je dis toujours, la seule personne qu'on doit battre, c'est soi-même. Donc si c'est pour se prouver à soi-même, ouais, je pense que quelque part, oui, c'est un des challenges. Augmenter un petit peu les challenges, ouais, c'est super. Mais pour prouver aux autres, non, je pense pas. Je pense qu'il y a aucun intérêt. Ok. J'aime cette réponse que je partage totalement. C'est ça. C'était une question piège. Content. Je te remercie. Quels sont pour toi les fondamentaux du métier commercial? Les fondamentaux du métier commercial. C'est assez complexe. On peut dire ça rapidement, je pense. Donne-moi une idée. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de choses. L'écoute, la découverte, bien sûr, la prospection. L'écoute, c'est la base. Comme j'ai dit, vendre, c'est toujours aider. Savoir écouter ses clients, c'est très très important l'écoute. Savoir s'adapter aussi à la personne qui est en face. En fait, un bon vendeur, il a plusieurs personnalités et il les active au moment opportun. On peut pas être la même personne avec tout le monde. Et c'est ça que j'enseigne à mes vendeurs. Je leur dis de s'adapter. Voilà. Je leur dis de s'adapter aux clients qui sont en face. L'écoute, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand je pose la question à quelqu'un, je lui dis combien de conversations tu penses qu'il y a lors d'une vente? Alors la réponse classique, c'est on me dit il y a une conversation. Et en fait, je leur dis non, il n'y a pas qu'une seule conversation lors d'une vente, il y en a 3. Et il y a la conversation, bien entendu, qui est entre le vendeur et l'acheteur. Il y a la conversation qu'a le vendeur avec lui-même, et il y a la conversation qu'a l'acheteur avec lui-même. Et ce que j'enseigne, c'est que je leur dis, la vente, elle se situe dans la conversation qu'a le client avec lui-même. Au lieu de penser à ce que tu vas dire à ton client, pense plutôt ce qu'il a envie d'entendre. Parce que si tu donnes pas au client les réponses qu'il a envie d'avoir, et si tu réponds pas à toutes ces interrogations, tu auras du mal à faire la vente. Parce que si dans son esprit il a quelque chose qui le bloque, eh ben il va pas t'acheter. Donc c'est à toi de déterminer qu'est-ce qui bloque dans son esprit pour pouvoir faire l'affaire. Et c'est pour ça que l'écoute, elle est hyper importante. C'est vraiment la base, c'est d'écouter le client. Mais quand on écoute, le but, c'est de rechercher la phrase ou le mot sur lesquels il est nécessaire de s'attarder et d'arriver à comprendre quel est le problème du client, en fait. Pourquoi? Parce que quand le frein et l'accélérateur ils s'affrontent, c'est toujours le frein qui gagne. Excellent. C'est pour ça que je pose souvent la question à la fin d'ailleurs de mes entretiens. Justement, c'est quelle est la question que je vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? C'est très fort ça aussi, bien sûr. Très fort. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale, David? Mes valeurs. Valeurs, c'est un grand mot. Moi, j'aime vraiment. D'abord, quand je vends, j'ouvre une relation avec une personne et je fais en sorte que cette personne elle soit satisfaite. Voilà. Pour moi, si tu veux, mes valeurs, c'est client satisfait égale aboutissement.
Mais ça fait sens avec ton anecdote au départ de ce podcast où tu expliquais que tu pouvais pas mentir. Donc l'honnêteté aussi, je pense, fait partie l'honnêteté, bien entendu. Du reste, les clients, ils sont pas dupes, ils sont intelligents aujourd'hui, ils ont affaire à, et puis il y a Internet, on peut se renseigner sur plein de choses. Donc moi, quand je dis quelque chose à mes clients, j'exagère jamais, je dis toujours la vérité, j'essaie toujours de faire en sorte, parce que c'est vérifiable et je sais que voilà, on peut toujours tout vérifier. Voilà. Tu as développé une méthode, d'ailleurs, dont tu parles dans ta présentation sur LinkedIn, qui est orfèvre de la vente. Tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots? Ouais, bien sûr. L'orfèvre de la vente, justement, c'est ça. J'ai pris l'image de l'orfèvre. Pourquoi? Parce que l'orfèvre, il travaille le métal précieux et avec précision, justement. Et il doit s'adapter un petit peu à ce qu'il a entre les mains pour en faire quelque chose en faire vraiment quelque chose du mieux possible, tu vois. Donc, je pense que c'est ça. Un orfèvre de la vente, c'est quelqu'un qui est face à son client, qui arrive à analyser quels sont ses besoins et à répondre comme ça aux besoins du client. Tu vois, c'est vraiment très important. Et encore une fois, faire en sorte que le client il soit satisfait, qu'il soit fier. Même si j'aime pas trop le mot fierté, mais là dans ce cas-là, je pense qu'on peut, c'est qu'il soit fier d'avoir fait appel à ce vendeur, à cette entreprise. Tu vois, que le client soit fier de lui-même en fait, pas fier de l'entreprise, mais fier de lui-même d'avoir fait appel à telle entreprise ou tel vendeur. D'accord. Ça c'est la véritable orfèvrerie de la vente. Quand tu sais que t'as vendu à un client et le client il est super content, il se dit j'ai bien fait vraiment. Et puis après derrière, c'est un client qui peut aussi te recommander à d'autres personnes, etc. Tu vois. Ce que je dis aux commerciaux, un contrat, ils doivent en ramener encore 2 autres derrière au minimum. Ok, oui, c'est mieux. En plus, ça t'évite de prospecter dans le dur comme ça, c'est sûr. Exactement. On va parler un petit peu énergie dans le métier de vendeur, puisque la vente consomme énormément d'énergie, hein, les entretiens commerciaux, les visites clients, tout ça consomme beaucoup d'énergie. Est-ce que tu as des stratégies à nous partager et comment tu gères ton énergie, toi? Bah écoute, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des mauvaises journées, hein, mais moi je pense que quand on arrive chez le client, il faut mettre tout de côté. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors j'avais entendu un jour une conférence de David Lefrançois. Je sais pas si tu connais, si tu as entendu parler. Oui, je connais. Et il se trouve que on est assez proche avec David, je le connais très bien. Il habite en Israël. Exactement. Et donc j'étais très proche de David Lefrançois, je suis toujours très proche de lui. Et quand j'ai écouté ses conférences, il y a eu une conférence où il a parlé de Björn Borg. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles de ce fabuleux tennisman. Toi, je sais que t'étais dans le sport. Oui, tout à fait. Ouais, toi, que t'es quelqu'un qui est très fort dans le sport aussi. Et donc, en fait, il raconte qu'il avait été interviewé par la télévision française et que la speakerine de la télé a lui demandé, lui dit, mais quel est votre secret? Et Björn Borg, il a donné une réponse qui a estomaqué un peu tout le monde. Il a dit, je tape dans la balle. Alors la speakerine, elle a pensé qu'il n'avait pas compris la question parce que c'était en anglais, c'était traduit, tu vois. Et elle lui dit non, vous n'avez pas compris la question. Il dit non, vous n'avez pas compris la réponse. Il dit je tape dans la balle. Il a dit je tape dans la balle, dans chaque balle, du mieux que je peux. Et en fait, ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'il cherche pas à savoir si c'est un jeu, un set, un match, si c'est une balle qui est importante ou pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il a une balle qui vient devant lui et qu'il doit la taper du mieux possible. Et en fait, si tu fais à chaque vente du mieux que tu peux, un peu comme Björn Borg quand il tapait la balle, ce qui en a fait un très très grand champion, et automatiquement t'as pas de problème d'énergie parce que tu rentres carrément dans le rôle et tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc tu gères ton énergie au moment de la vente parce que tu t'es vraiment impliqué dans la vente jusqu'au bout. Tu fais les choses comme il faut, tu vois. C'est sûr que ça demande de sortir de sa zone de confort, de faire des ventes. Et j'ai une phrase que j'enseigne qui marque un peu les esprits, c'est je leur dis il faut que vous deveniez confortable dans l'inconfort. C'est ça. Une phrase que j'aime beaucoup aussi. Être à l'aise avec l'inconfort. Voilà. Mais pourquoi c'est important dans la vente? Je te pose la question, de réfléchir vite fait, d'après toi, pourquoi c'est important dans la vente de sortir de sa zone de confort? Qu'est-ce que ça donne en fait? Ça donne une meilleure adaptation puisqu'on est capable de s'adapter à plus de profils et on reste pas avec son profil standard.
Exactement, ça c'est un point. Mais il y a aussi quelque chose d'autre c'est que en fait, si tu sors de ta zone de confort, c'est en fait ta zone de confort à toi, elle est en baisse. Oui. À ce moment-là, celle du client, elle monte. Et quand la zone de confort, quand le client il est plus dans sa zone de confort, son hésitation à faire affaire avec toi, elle baisse. Ça veut dire que si le commercial il va jusqu'au bout des choses quand il fait sa vente, le client au début c'est lui qui est pas dans son confort parce qu'il se pose des questions, il sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, comment le produit il est, etc. Et là, le commercial, il vient, il sort de sa zone de confort, il fait les efforts nécessaires, il lui explique tout comme il faut, il fait attention, il fait en sorte que le client, il ait vraiment les réponses à tout. Et là, à ce moment-là, le client, il rentre dans sa zone de confort. Et la probabilité de signer l'affaire, elle est encore de plus en plus grande. Au plus, lui, il rentre dans sa zone de confort, au plus il y a de possibilités de signer l'affaire. D'accord. C'est intéressant comme analyse. Alors que ouais. on essaye toujours de rester dans un registre win-win, mais il y a aussi ce curseur de la zone de confort qui exactement dessus. Ok. Exactement. Après, dans un autre registre, moi, on me pose la question, on me dit, moi, tu sais, voilà, je suis quelqu'un de très croyant, et on me dit, mais quelle est la part de Dieu dans ce qu'on fait? Tu vois, c'est une question qui revient tout le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser cette question. Et il y a un Rav qui s'appelle le Rav Ben Chetrit qui fait des vidéos que tout le monde regarde, juifs et non juifs, sur Internet. Un jour, il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, admettons que tu es un curseur entre 0 et 100, et que ta foi, en hébreu c'est le mot Emouna, et que ta foi, elle soit à 80, et ben ce que tu vas devoir faire comme action pour pouvoir arriver à atteindre tes objectifs, ce sera 20. En comparaison. Par contre, si ta foi elle est à 20, tu vas devoir donner beaucoup plus de toi et à 80 sur les 100. En fait, si le vendeur il croit en lui, parce qu'il faut pas seulement croire au produit, bien entendu, quand on a dit tout à l'heure la vente c'est un transfert d'enthousiasme, c'est-à-dire que le vendeur il doit croire en son produit. Parce que s'il croit pas en son produit, le client en face il y croira pas. Mais de la même manière, il doit croire en lui aussi, en ses capacités. Et s'il croit en ses capacités, il a moins besoin de faire d'efforts qu'un vendeur qui croit pas en ses capacités. C'est sûr. Ok. Prochaine question, David. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie? C'est une bonne question. Alors, c'est une grande victoire et une grande défaite en même temps. C'est une très très grande victoire et ça a été une énorme défaite 3 jours après. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai signé un contrat à l'ONU. Je me suis dit, allez, je suis arrivé en Israël, en fait. J'ai commencé à vendre de la téléphonie parce que je parlais pas assez bien l'hébreu pour pouvoir travailler avec des Israéliens. Donc, j'ai commencé à vendre des contrats téléphoniques. Et je suis devenu, si on était une trentaine de commerciaux, je suis devenu numéro 1 très rapidement de la boîte. Et après, je dis à mon épouse, j'étais jeune marié parce que je me suis marié ici, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, maintenant, je vais commencer à faire des gros contrats au lieu de faire des petits contrats, tant qu'à faire. Donc, je suis parti à l'ONU. J'ai pris contact avec le responsable des communications. À l'époque, c'était un monsieur d'origine africaine. Il ressemblait un peu à Kofi Annan. Je sais pas si tu vois un peu le style comme ça, avec les cheveux gris et tout. Très sympathique. Donc, j'ai fait la vente en anglais, parce que bon, heureusement que je parle l'anglais aussi. Donc, je suis parti. Je lui ai expliqué, voilà. À l'époque, faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, on avait une compagnie nationale qui avait le monopole. Et là, ça venait de se démocratiser, en fait. Plus ou moins tout le monde après commençait à avoir la possibilité de vendre de vendre de la téléphonie. Tu vois, en fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai proposé des tarifs qui étaient hyper compétitifs par rapport à ce que lui il avait au prix de la compagnie nationale. Je lui ai expliqué bien sûr toutes les bonnes raisons pour lesquelles il devait travailler avec nous. Il a été emballé et du coup j'ai signé le contrat avec l'ONU. Donc c'était un contrat assez important en commission en tant que commercial. Ça rapportait vraiment des sommes folles quoi par rapport au salaire de base qu'il y avait ici en Israël à l'époque. Pas oublier, c'était en 2001. En 2001, on était en pleine intifada, il y avait des autobus qui sautaient en Israël en permanence, il y avait des dizaines de morts toutes les semaines. Il y avait pas tellement de travail, c'était une période très très compliquée pour le travail, et les salaires étaient très très bas. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. 22 ans après, 21 ans après, on a le high-tech, on a Tel Aviv qui est devenue la ville la plus chère du monde aujourd'hui, bien avant Hong Kong, avant New York, etc. Donc pour te dire que voilà, les choses vont évoluer. Mais à cette époque-là, c'était une période compliquée, on va dire, pour le travail.
Et faire un contrat pareil, ça m'assurait d'avoir des dizaines de milliers de shekels, ça veut dire c'était vraiment beaucoup d'argent. Et donc voilà, le patron, il m'a sorti le champagne, super, on travaille avec l'ONU, etc. Et 3 jours après, je repasse dans les locaux, il m'appelle avec une tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Il me dit, viens dans le bureau, il faut que je te parle, David. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah écoute, on est obligé d'annuler le contrat avec l'ONU. Parce qu'ils m'ont demandé en fait d'installer un central dans l'ONU, et moi, je fais que juste acheter des comment on appelle ça, des conversations avec l'étranger, etc. Mais je suis pas capable de leur mettre en place ça. Donc du coup, on a dû annuler le contrat. Alors je te dis, c'était une grande victoire au départ et une grande défaite, mais j'ai beaucoup appris de ça. Et c'est pour ça, quand tu me parles d'opportunité, pour moi, ça a été ma plus belle opportunité en fait, parce que ça m'a permis de me remettre en question, de dire qu'il y a rien qui est acquis dans la vente, que tant que j'étais jusqu'au bout, tu peux pas être sûr que voilà, c'est acquis. Et ça m'a permis de justement me remettre en question. Et donc pour moi, c'est pour ça que ça a été une opportunité dans ce sens-là, dans le sens où je me suis remis en question. D'accord. Après, voilà, pas opportunité commerciale, j'en ai eu pas mal. Je travaille avec des startups, je mets en relation les investisseurs avec les startups. Bon, c'est une autre de mes activités. Mais si tu veux, pour moi, quand tu me parles d'opportunité, sincèrement, pour moi, ça a été vraiment l'opportunité parce que ça m'a permis une remise en question et j'en avais vraiment besoin à cette époque. Ok. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans ton métier commercial pour progresser, David? Alors, j'apprends tous les jours. Quand je coach des commerciaux, la première des choses, le premier jour où on se rencontre, si je leur dis, je pense que je vais beaucoup apprendre de toi. Quand je parle à un commercial, et je suis en permanence en train d'apprendre des nouvelles choses. Voilà. C'est quelque chose que je fais depuis à peu près 7 ou 8 ans d'apprendre tous les jours. Donc les heures du matin, pour moi, c'est les heures d'or. Je me lève très tôt le matin, je vais faire mon sport, je prends mon petit déjeuner, je fais ma prière, et j'apprends, et seulement après, je vais travailler. Et si j'ai pas appris quelque chose, et pour une raison X, le soir aussi, je m'y remets, et tous les jours, il faut que j'apprenne de nouvelles choses. Voilà. Et dans le domaine commercial, dans tous les domaines, en fait. D'accord. Parce que, comme je dis aux commerciaux, si tu améliores quelque chose dans ta vie, ça va améliorer automatiquement toutes les autres choses. Ça a eu une influence aussi sur tout, quoi, en fait. C'est sûr, tout est connecté à ce niveau-là. Voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné d'ailleurs à ce sujet dans ta carrière commerciale? Je peux pas dire que j'ai pas eu vraiment de mentor, de gens qui m'ont conseillé. Si tu veux, j'ai tout appris par moi-même. Les conseils que j'ai pu avoir, ce sont des choses que j'ai prises des gens en les regardant, en fait. J'ai pas vraiment de mentor au niveau de la vente. J'ai des mentors, bien entendu. J'ai un mentor qui s'appelle Chaim Dutch. Chaim, si tu m'entends, voilà, je parle de toi. Qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui coach des plus grosses entreprises ici en Israël, du style HP, tu vois, vraiment les grosses boîtes. Lui, c'est plutôt mon mentor personnel, mais dans la vente, c'est pas que je dis pas que j'ai pas de mentor, mais j'ai pas réellement trouvé quelqu'un qui m'a enseigné des choses. Je les ai découvertes par moi-même. Tu vois, donc les conseils, j'apprends de tout le monde. J'apprends en regardant. J'ai appris en regardant. Mon père, il m'a jamais enseigné la vente, par exemple. Pourtant, c'était un des meilleurs vendeurs de sa génération. Mais il m'a jamais dit viens mon fils, je te prends, je vais te montrer comment on vend, je vais t'enseigner. Mais le simple fait de le voir faire, etc., j'ai appris énormément. D'accord. Ok. Une question que je pose à tous mes invités. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Ah, je suis entier. En fait, le client, il ressent tout de suite. Et j'aime, je sais pas si c'est une qualité. J'aime vraiment les gens. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un de très. J'aime le côté me rapprocher des gens. Tu vois, je suis très chaleureux. Voilà, je sais pas si c'est voilà. Et pour moi, avant de faire une vente, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir un bon relationnel avec la personne qui est en face de moi. Ok, ça me va, c'est très bien. Entier, chaleureux. Ouais. On va parler gestion des émotions, puisqu'on sait que dans la vente, on achète principalement par ses émotions et on justifie par la raison. Exact. Comment tu gères, toi, tes émotions dans la vente quand ça arrive? Et aussi, une autre question, est-ce que tu as une stratégie à partager pour les commerciaux qui nous écoutent pour gérer la pression des objectifs? Ah ouais, bien sûr. Alors ça fait partie de
mes atouts quand j'enseigne. En fait, moi, en ce qui me concerne, j'en suis arrivé. Je sais pas si tu connais le livre de Simon Sinek. Il a écrit un bouquin et il parle ça s'appelle The Infinite Game, le jeu infini. Et en fait, je me suis beaucoup retrouvé dans cette définition. Tu connais la définition du jeu infini? Oui, je l'ai évoqué dans le podcast avec Mathieu Bernard de Iconoclast. L'Infinite D'accord. Game. Oui. Voilà, c'est vraiment quelque chose que dans lequel je me suis retrouvé en fait. C'est que pour moi, comment je gère la pression, c'est que pour moi, c'est pas grave si je rate, si je fais pas la vente. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire ce que j'aime. Et c'est comme ça que je gère si tu veux, mes émotions. Maintenant, pour les commerciaux, je leur explique. On va pas rentrer. Je pense que les auditeurs ils doivent savoir de quoi il s'agit. Infinite Game, donc ça veut dire tu continues quoi qu'il arrive et tu t'arrêtes pas. Voilà, il explique en fait Simon Sinek que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam parce que eux étaient dans un jeu fini et les Vietnamiens dans un jeu infini. Leur seul but c'était de continuer. Mais moi je continue en fait. Et même si ça marche pas, je continue. Et ce que je dis aux commerciaux, c'est qu'en fait on a deux personnes qui sommeillent en nous. Il y a Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite. Et je leur dis n'écoutez que Monsieur Triomphe. Les deux sont de très bons soldats. C'est-à-dire que si tu vas écouter Monsieur Défaite, il va te donner toutes les raisons pour lesquelles tu vas pas réussir à faire ce que tu veux faire, pour lesquelles le client il va pas t'acheter. Et de la même manière, Monsieur Triomphe, il va te donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles tu vas réussir et pourquoi ça va marcher, etc. Donc je leur dis écoutez, c'est pas compliqué. On peut pas s'empêcher d'avoir des pensées. On a à peu près 65 000 pensées en moyenne par jour. Hein, tu le sais. Heureusement qu'on a l'inconscient qui est là pour filtrer des pensées. Puis on peut pas s'empêcher d'avoir des pensées, mais par contre, on peut oui ou non décider de les laisser rentrer dans notre esprit. Et je leur donne l'exemple suivant. Je leur dis, imagine que tu es chez toi tranquillement, il est minuit, et puis qu'il y a un espèce de malabar qui vient te taper à la porte et qui est un peu éméché et qui te demande d'ouvrir la porte. Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte? Alors les gens me disent non. Et de la même manière, les pensées, quand elles viennent à toi, t'es pas obligé de les laisser rentrer. Parce que toi, c'est toi qui décides ce qui rentre et ce qui rentre pas. Donc je leur dis, n'écoutez que Monsieur Triomphe. Voilà. S'il y a une phrase que je voudrais que les auditeurs ils notent là aujourd'hui, elle est magnifique cette phrase et elle m'a beaucoup aidé. N'écoute que Monsieur Triomphe. Ok. D'autant plus que dans ces 65 000 pensées, la plupart, 80% sont négatives. Donc, t'as vraiment intérêt à les filtrer. Voilà. Après, je leur explique que, le langage de l'inconscient, parce qu'il faut reprogrammer son inconscient. Je parle du paradigme, etc. Je leur explique que le langage de l'inconscient, c'est la répétition et parler de manière positive. Parce que l'inconscient ne comprend pas le négatif. Donc, si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, tu l'as vu. Voilà. Donc tout le but c'est de leur donner les outils pour pouvoir justement un petit peu reformater leur inconscient. Et puis si on a un paradigme qui te dit que tu vas pas pouvoir gagner plus que tant par mois, tu essaies de gagner plus, ça marche pas. Donc tu changes ton paradigme, tu changes tes résultats. C'est ça. Exactement. Tu changes tes croyances aussi, forcément. Exactement. Les croyances limitantes, tout ça, il faut les liquider, quoi. Et d'ailleurs, ça fait sens avec la prochaine question. David, est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle? Un mantra, c'est un truc, c'est que je me dis, quand je m'en vais le matin au travail, peu importe ce que je vais faire, parce que j'ai plusieurs activités, je me dis, David, fais de ta journée un chef-d'œuvre. Voilà. Cette phrase-là, c'est le soir quand tu rentres chez toi, ce que je dis, en fait, je dis que on parle de l'enfer, tu vois, et je dis aux gens, je leur dis, mais l'enfer, ça pourrait bien être une chose. C'est le fait de voir une vidéo sans fin de ce que notre vie aurait pu être si nous avions fourni les efforts nécessaires. C'est ça. Excellent. Qu'est-ce que tu crois vrai, David, et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? Les gens pensent que pour être un bon vendeur, il faut être né vendeur. Moi, je dis non. Non, en fait, on peut devenir un bon vendeur. Et je le prouve tous les jours avec les gens que je forme. Ok. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? C'est peut-être le fait de penser que mon physique peut être une barrière par rapport à certaines choses que j'ai envie de faire. Mais je sais qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà. En réalité. Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, David? Une punchline, ça veut dire quoi concrètement une punchline?
C'est une phrase que tu dis comme ça. Voilà, exactement. J'aime bien cette phrase-là qui dit quand le vendeur parle, ça veut dire quelque chose, et quand le client parle, ça veut tout dire. Excellent. Voilà. Excellent. C'est ça que tu faisais allusion à ce genre de phrase-là. J'aime bien cette phrase-là. Ok, je te remercie pour ta participation et pour cet échange. Il y a plein de choses très sympas que je vais garder et que je vais ressortir justement pour nos auditeurs. Écoute, j'adore. Mais c'est pas tout à fait fini, tu sais. En tant qu'ancien sportif, on finit toujours les émissions de sport par un top 5. 5 questions rapides. Le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Je vais tenter. Ouais, ok, on y va. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. J'ai une phrase qui m'a beaucoup aidé, et elle vient aussi de David Lefrançois. Pose une action chaque jour en direction de tes buts. Même si elle est imparfaite, elle sera forcément inspirante. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. C'est pas un livre sur la vente, mais c'est un livre sur la persuasion, mais ça parle de vente également. C'est Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Botman. Je sais pas si tu as lu ce livre. Oui, j'ai lu ce livre, que j'adore aussi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qui est court, d'ailleurs, à lire, qui est très pragmatique. Très pragmatique, et ça parle de vente, bien entendu, un petit peu dedans, c'est top. Avec toutes les techniques d'influence. Voilà. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Cherche toujours à t'améliorer. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Comment vous vous sentiriez au moment où vous auriez ceci ou cela c'est en fait une question qui se permet de projeter le client quand il aura déjà fait affaire avec vous. Ce type de question-là. Ouais. Ça marche. Une question qu'il projette dans le futur. Dans un an, si vous utilisez notre solution, qu'est-ce que ça va améliorer dans votre entreprise? Voilà. Combien vous vous sentirez mieux, etc. Tu fais ce type de questions-là. Ok. Alors que le commercial a plutôt tendance à poser des questions uniquement focus sur le présent, très peu sur le passé et très peu sur le futur. Il faut le faire il faut que le client il faut le projeter déjà et faire en sorte qu'il ressente déjà ce qui va se passer quand il aura la solution ou le produit, quoi. C'est ça. Une croyance limitante que tu as su briser. C'est pas une croyance limitante, c'est plutôt il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, tu vois, ce que le vendeur, si je suis capable de réaliser ou pas. Il y a eu des périodes où je me disais, j'arrivais à faire tellement de chiffre d'affaires que je me disais, ça va être compliqué de faire mieux. Alors qu'en fait, à chaque fois, j'arrive à faire des paliers, à passer des paliers, à faire mieux, quoi. Ça, c'était une croyance limitante. Et à chaque fois, ça me prenait du temps, en fait, pour arriver à passer ce palier-là, en fait. J'aimerais pas être dans la croyance limitante du tennisman qui veut battre Rafael Nadal au nombre de titres à Roland-Garros, par contre. Ah ouais, non, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Mais rien n'est impossible. Hein. Il y aura quelqu'un qui pourra peut-être un jour le réaliser. Ouais, déjà faire 14 ans de carrière au plus haut niveau, c'est dur, mais 14 finales, c'est encore plus dur, et 14 victoires. C'est vrai. Mais tu connais cette phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont réalisé. Et ils l'ont fait, ouais, c'est Mark Twain. Ils l'ont fait, ouais. C'est Mark Twain, ouais. Avant de se dire au revoir, David, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Oui, j'ai justement Chaim Dutch, c'est mon mentor. Si un jour tu veux l'inviter, et il parle le français en plus, donc il est plus ancien que moi ici en Israël, donc c'est top. Tu pourras l'inviter. Il a beaucoup de choses à apporter. D'accord. Où on peut te retrouver, David, sur LinkedIn, Ouais, sur LinkedIn. J'ai aussi un compte Facebook. Et là, actuellement, je suis en train de créer ma chaîne YouTube avec des petites vidéos impactantes comme ça que je mettrai régulièrement pour aider justement les gens. Et donc, il y aura bientôt une chaîne. Donc, j'invite les auditeurs à me suivre sur LinkedIn. Et comme ça, au moins, ils sauront dès que la chaîne elle sera prête. Je suis en train de travailler dessus là actuellement. Et dès que ce sera prêt, ils pourront comme ça profiter un petit peu de ce que je pourrais leur transmettre. Ok, voilà. Super. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur? Eh ben, d'aider un maximum de personnes. Parfait. Je te remercie, David. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci Marc. Au revoir. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats.
pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.